Monsieur le ministre, bonjour. Merci de nous recevoir à Accra. Ma première question est sur la situation des réfugiés au Ghana et dans la diaspora. Quelle est votre analyse? Oui, il faut dire que dès la perte du pouvoir, le gouvernement Ouattara a procédé à une véritable épuration politique. Et donc, cette épuration politique, qui est la conséquence directe de la manière dont M. Ouattara a pris le pouvoir, se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Et l'objectif fondamental de cette épuration politique, ça consiste d'abord à exclure pratiquement de la vie politique tous ceux qui ont voté pour le président Gbagbo et en plus pour les neutraliser et pour qu'une minorité issue des urnes continue de gouverner la Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Par conséquent, les réfugiés qui sont ici, ils sont conscients de leurs responsabilités politiques vis-à-vis de leur propre pays. Mais en même temps, ils ne sont pas prêts à retourner à n'importe quel prix. D'abord la question de la sécurité, d'abord la question de leurs droits fondamentaux, et puis ensuite la question politique. Voilà un peu un certain nombre de problèmes qui se posent. Mais les conditions de vie, il faut le dire clairement, ce n'est pas facile. Parce que lorsque tous les comptes ont été gelés et lorsque tous ceux qui sont ici ont été soit chassés de leur plantation ou de leur boulot, ils sont privés entièrement de revenus. Et donc cette privation a fait que la vie est quand même très difficile chez beaucoup. Mais ils ont la conscience que le sacrifice qu'ils font, c'est pour la restauration de la souveraineté de leur pays, de l'indépendance de leur pays et la restauration de la démocratie tout simplement. Et donc ils continuent sur leur lancée. J'étais hier au camp d'Ampin. J'ai vu les responsables qui m'ont expliqué que le Haut Commissariat aux réfugiés, HCR, a littéralement coupé les vivres aux réfugiés ivoiriens depuis septembre dernier. Comment voyez-vous ça? Est-ce que vous pensez que la communauté internationale pourrait faire plus pour les réfugiés ivoiriens, au Ghana en particulier? La communauté internationale est co-responsable de la situation qui arrive à la Côte d'Ivoire et donc c'est à elle de prendre leur part de responsabilité vis-à-vis des réfugiés. Et il existe un Haut Commissariat aux réfugiés, c'est justement pour régler de tels problèmes. Par conséquent, leur responsabilité entière et donc tout ce qui va se passer après cette suspension de l'assistance aux réfugiés, ils en sont entièrement co-responsables. D'accord, merci. Mon autre question, vous suivez tous la vie politique, vous êtes d'ailleurs partie prenante quelque part de la vie politique ivoirienne. Comment analysez-vous la situation actuelle en Côte d'Ivoire, en politique intérieure et extérieure? La situation actuelle en Côte d'Ivoire est caractérisée par ce que je peux appeler une recolonisation. Et donc cette recolonisation prend la forme de ce qu'on a vu dans le passé, c'est-à-dire à l'époque coloniale, elle prend la forme d'un certain nombre de tirailleurs africains qui en Côte d'Ivoire se manifestent sous le nom de Dozo. Et donc ces tirailleurs-là, appuyés des rebelles qui ont été recrutés un peu partout en Côte d'Ivoire, c'est ceux-là qui gouvernent aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Donc je dirais tout simplement que la Côte d'Ivoire est gouvernée par des Dozo en cravate, par des rebelles en cravate. Voilà la réalité ivoirienne. Et donc face à cette réalité, on constate que la manière de prendre le pouvoir est aussi la manière qu'ils utilisent pour exercer le pouvoir, c'est-à-dire la répression, la suppression des libertés démocratiques et en même temps la privation de tous les droits sociaux, économiques et politiques de tous ceux qui ont eu dans leur jargon le malheur de faire un choix différent de leur. Donc nous assistons à une restauration de la pensée unique à défaut de réinstaurer le parti unique. Et donc cette restauration de la pensée unique a pour objectif essentiel de criminaliser tous ceux qui ne veulent pas rentrer dans le rang. Voilà sur le plan politique ce qui se passe. Et maintenant sur le plan... Pardon, excusez-moi, quand vous parlez de recolonisation, vous faites allusion à l'influence occidentale en Côte d'Ivoire, voire à la place du complexe militaro-colonial français dans l'appareil d'État, sécuritaire, etc. Exactement. Pourquoi? Parce que les rebelles, comme je dis, ce ne sont que des tirailleurs, c'est-à-dire des ouvriers de l'impérialisme et du système france-africain
décolonisation. Et donc ces ouvriers-là, derrière eux, il y a les nostalgiques de l'époque coloniale. Et donc ces nostalgiques-là qui veulent retrouver une main-d'œuvre servile comme pendant l'époque de la colonisation et qui veulent retrouver des matières premières moins chères comme pendant la colonisation et qui veulent avoir un monopole en termes économiques, financiers, monétaires comme à l'époque coloniale, ceux-là sont à la manette et utilisent comme employés, je dirais, ces rebelles et ces dozos qui sont maintenant en cravate. Voilà la réalité. Et donc c'est une combinaison, une coalition interne et externe qui veut restaurer le système colonial, mais en changeant tout simplement les noms. Le gouverneur est appelé président, le commandant des cercles est appelé préfet ou sous-préfet, et parfois les conseils du gouverneur sont appelés conseils de ministres. Mais en dessous de tout ça, là, vous verrez qu'il y a toute une équipe coloniale à la manœuvre. Je ne vous citerai pas de nom, mais vous le savez très bien. Il y a toute une équipe coloniale à la manœuvre qui gère véritablement la Côte d'Ivoire. Donc c'est le retour au système colonial, mais qui prend d'autres noms, d'autres visages. Merci. Vous en étiez à la politique extérieure de la Côte d'Ivoire actuelle? La politique extérieure de la Côte d'Ivoire, comme je dis, nous sommes devenus pratiquement une colonie française. Donc cette politique extérieure, elle est gérée par la France. Donc je vais dire que la Côte d'Ivoire en elle-même a perdu sa souveraineté et son autonomie politique. Et donc sur le plan extérieur, aujourd'hui, on constate qu'il y a une sorte d'exportation de l'expérience ivoirienne qui a marché. Et comme évidemment l'impérialisme sait bien le faire, elle cherche toujours à reproduire ailleurs ce qui a marché quelque part en Côte d'Ivoire. Et donc on constate que tout près de nous, au Burkina Faso, eh bien, il y a un coup d'État qui a été organisé sur le même schéma que le coup d'État ivoirien lorsque Laurent Gbagbo avait pris le pouvoir. Et on constate qu'il y a toute une clique de personnes qui ont soutenu ce coup d'État, aussi bien au Burkina qu'en Côte d'Ivoire. Et je suis bien convaincu, derrière tout ça, là, il y a un réseau france-africain qui finance. Parce qu'un coup d'État, c'est un coup. Eh bien, il faut bien que quelqu'un paye. Donc, voilà un peu le dispositif. Donc, la politique extérieure de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on peut dire que c'est pour reconstituer, je dirais, la WEF telle qu'on l'a connue, et en même temps d'avoir un centre, c'est-à-dire ce n'est plus Dakar qui va gérer cette restauration coloniale, mais c'est bien Abidjan, avec les dozos en cravate qui sont au pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et donc c'est cette politique-là qu'on voit à l'œuvre et qui se manifeste au Burkina, mais je suis convaincu que ça va se manifester un peu partout dans toute la zone contrôlée par la France dans l'Afrique de l'Ouest. Et donc voilà un peu la situation externe de notre pays. Merci. Ma dernière question, c'est sur le procès qui va s'ouvrir à La Haye contre Laurent Gbagbo et Charles Blé. Quelle est votre analyse de la situation politico-judiciaire? Bien, d'abord, il faut dire que Gbagbo Laurent en prison, c'est le droit des votes qui est emprisonné en Côte d'Ivoire. C'est aussi l'expression de la volonté populaire qui est en prison. Donc il ne faut pas uniquement voir la personne de Gbagbo Laurent. C'est un peu toute l'expression démocratique qui est en prison. Et donc l'emprisonnement de Gbagbo Laurent est le symbole même achevé de la pacification néocoloniale de la Côte d'Ivoire. Et donc dans ces circonstances-là, sa libération est purement politique, elle n'est pas judiciaire. Puisque sur le plan juridique, si on veut chercher les criminels en Côte d'Ivoire, eh bien on n'a même pas besoin de faire des enquêtes. Je vais dire, les crimes sont connus, les morts sont connus, les bras coupés sont connus, les femmes qui ont été violées sont connues, et les auteurs sont connus. Et même ils exportent aujourd'hui dans la sous-région cette expérience qui a réussi en Côte d'Ivoire, en déclarant ouvertement qu'eux, ils sont des assassins et qu'ils sont prêts à assassiner d'autres personnes en dehors même de leur territoire qu'ils ont conquis. Donc voilà un peu les vrais criminels. Donc si Gbagbo Laurent est en prison, ce n'est pas parce qu'il a commis des crimes, parce que lui, il a organisé la résistance à la rébellion. Et donc il était en situation de légitime défense. Par conséquent, il n'est pas criminel. Et il se défendait. Par conséquent, je pense que le procès en lui-même, eh bien, ce n'est pas un procès pour crime contre ses propres concitoyens, comme on le dit. Mais je dirais, pour l'impérialisme toujours,
le crime de Gbagbo, c'est d'avoir voulu, je vais dire, mettre fin à la France-Afrique. Pour eux, c'est un crime, mais pour le peuple de la Côte d'Ivoire, c'est une libération. Et donc, il faut que lecture soit faite par les juges de la Cour pénale internationale. Bon, on sait que bon, ils n'ont pas d'autonomie. Mais cette lecture-là, il faut qu'ils sachent que la condamnation de Gbagbo, c'est la condamnation du droit des comptes et de la volonté du peuple des Côtes. Il y a même une dimension panafricaine, d'après vous, Oui. à ce procès? Parce que la politique de Gbagbo était essentiellement, bien sûr, nationale, mais s'intégrait dans un schéma panafricain. C'est pour ça qu'il a pris une part très active dans le Népal pour donner une dimension africaine à la lutte qu'il menait à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, parce qu'il savait, ça c'est le programme PFP qui le dit, que la libération de la Côte d'Ivoire passe aussi par la libération de l'Afrique. Et c'est cette libération continentale qui va permettre de sécuriser et d'avoir une assurance tout risque contre toute forme de récupération de notre souveraineté. Et donc, la dimension panafricaine, elle se manifeste par le fait que beaucoup d'Africains aujourd'hui se reconnaissent dans la crise ivoirienne et voient là une volonté manifeste d'étouffer l'indépendance réelle du continent africain. Et donc cette dimension-là, on le remarque dans toutes les manifestations que nous organisons, que beaucoup d'Africains prennent part à nos manifestations. Et donc la libération de Gbagbo, c'est la libération du continent africain. Est-ce que l'impérialisme aujourd'hui est prêt à faire le pas en considérant enfin que l'Afrique a besoin d'être libre, que l'Afrique n'a pas besoin d'aide, mais plutôt de justice économique? Merci, monsieur le ministre.